Donc, moi, je suis Géraldine Nière-Deboeuf, je suis orthophoniste. Avant, j'étais euh, formée à DDL avec Mehmet dans le même laboratoire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à être orthophoniste, j'ai beaucoup appelé, contacté Mehmet pour avoir des informations, notamment sur les enfants qu'on m'envoyait pour savoir si oui ou non ils avaient des difficultés qui relevaient de la pathologie, hein. C'était vraiment au début de mes pratiques. Entre-temps, maintenant, on a quand même un autre regard et des débuts d'outils, on va dire ça. Voilà, donc je suis orthophoniste, je suis aussi membre de l'UNADREO, vice-présidente. Donc l'UNADREO, c'est la société savante en orthophonie. On prône la recherche. D'ailleurs, on fait un prix de thèse pour les orthophonistes qui passent un doctorat pour valoriser aussi la recherche dans notre métier, parce qu'on a vraiment besoin, hein, et on manque beaucoup d'outils, notamment pour la rééducation et notamment pour l'évaluation chez les enfants multilingues également. Et je suis aussi directrice du LURCO, c'est le laboratoire UNADREO de recherche clinique en orthophonie qui accueille des cliniciens qui souhaitent faire de la recherche. Et on travaille en même temps avec des universitaires pour développer nos activités. Et je suis aussi présidente du CFO-CNP, qui est le Conseil national professionnel. Voilà, je vais vous passer le micro à Sylvia pour qu'elle se présente. Merci Géraldine. Donc Sylvia Topouskagnan, je fais partie des 2,2% d'orthophonistes bilingues, hein, puisque Mehmet nous a donné le chiffre précis tout à l'heure. Voilà, donc moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là de bilinguisme, multilinguisme à partir de mon mémoire de fin d'études en orthophonie. Et puis ensuite, j'ai poursuivi jusqu'à un doctorat en sciences du langage sur cette thématique-là. Et donc, eh bien, je poursuis les recherches, les travaux, l'encadrement d'étudiants et les formations et les cours sur cette thématique à Lyon essentiellement, et au travers donc de l'UNADREO dont je suis présidente et du LURCO qu'a présenté Géraldine. Alors, c'est vrai que le contexte actuel, Mehmet l'a très bien décrit tout à l'heure, hein, contexte actuel de mondialisation, avec plus de la moitié de la population mondiale qui est bilingue, multilingue, et effectivement, le bilinguisme n'est plus une exception, hein, c'est une norme. Les recherches consacrées à ces questions-là, bien entendu, se multiplient, mais comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, c'est compliqué aussi de mener des recherches parce que les informations relatives aux locuteurs sont souvent insuffisantes, hein, avec des profils linguistiques hétérogènes qui sont peu décrits, qui rendent difficile cette comparaison, hein, entre un enfant bilingue à d'autres ayant la même combinaison de langues. Ce qui fait qu'en France, repérer, dépister, diagnostiquer des enfants bilingues porteurs de troubles du langage est quelque chose effectivement de problématique pour les orthophonistes, avec peu d'outils. Et nous allons tenter au travers de cette présentation et de cas cliniques aussi que vous présentera Géraldine, voilà, de mettre en lumière ce qui néanmoins peut être utilisé pour, euh, pour savoir si l'on est face à une réelle pathologie du langage ou si on est dans un contexte d'exposition insuffisante à la L2, hein, qui pourrait expliquer des difficultés. Avec cette interrogation, est-ce que le bilinguisme est un facteur de risque, hein, en cas de trouble développemental du langage? Et pour ce faire, Géraldine va vous décrire déjà ce qu'est un trouble développemental du langage. Alors, je vais juste revenir un peu sur la terminologie parce que dans la littérature et surtout nous, dans notre pratique, en fait, on a d'utilisations de mots différents. Et depuis 2018, en fait, il y a eu un consensus, hein, qu'on appelle le consensus catalyse, où on a décidé on utiliserait le terme de TDL, trouble développemental du langage, euh, alors qu'avant, ça n'était pas le cas. Donc, j'ai juste repris un petit rappel historique. Donc, dans la CIM, qui est la classification internationale des maladies. En 2012, on parlait de retard simple de langage, hein, ce qu'on parle maintenant plutôt des parleurs tardifs, et on parlait de dysphasie quand il y avait un trouble qui perdurait dans le temps. Euh, Quand il perdure, généralement, c'est qu'à partir de 5 ans et demi, d'ailleurs, le diagnostic, on ne le pose pas avant, on a des éléments en faveur, on va attendre 5 ans et demi, voir
si ce trouble est toujours présent ou pas pour pouvoir parler de dysphasie, donc maintenant de TDL. Dans notre nomenclature générale hein, des actes en orthophonie, on a une convention avec la sécurité sociale. Donc, on a des actes avec des noms bien précis. En 2012, on parlait de troubles de la communication et du langage oral et on parlait de dysphasie. DSM-5, donc avant 2018, pareil, on parlait de troubles du langage dans la version française et on parlait de language disorder. Dans l'amélioration du parcours de santé de la HAS, on parlait de troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Hein. On voit aussi dans les articles à l'époque TSLO, des choses comme ça. Et puis, le Canada, dès 2017, va parler de troubles développementaux du langage et avec Catalyst, ça s'est uniformisé. Donc maintenant, on utilise ce terme-là pour parler anciennement de dysphasie, donc un trouble du langage qui perdure dans le temps. Euh, Ensuite, ça ne marche pas. Ah. Et bien évidemment, notre nomenclature, hein, c'est comme le langage écrit en français et son évolution, il prend du temps. Donc, au niveau des terminologies qui sont encore inscrites, là, je vous ai pris un extrait euh, de la nomenclature qui date de janvier 2024. Donc, en fait, nous, on va faire un bilan hein, dans notre pratique pour poser un diagnostic orthophonique, en tout cas de TDL. Il faut dire qu'on parle de parcours de diagnostic parce que c'est un diagnostic qui est long. Hein, on ne va pas faire ça en 2 secondes. Ça prend du temps. On a besoin de voir l'évolution de l'enfant, surtout chez les plus petits. Hein. Quand on a des plus grands, on est beaucoup plus rapide. Mais en tout cas, quand on a des 4 ans, 5 ans, des enfants qui nous sont envoyés en moyenne section, en grande section de maternelle, on va prendre le temps de voir l'évolution. Donc, première chose qu'on fait, ben, c'est le bilan orthophonique, donc un bilan de la communication et du langage oral, un bilan d'aptitude à l'acquisition de la communication et du langage écrit, donc ça c'est l'intitulé. On a maintenant des bilans de prévention aussi qu'on peut faire, ça nous permet aussi de rencontrer des parents qui ont des difficultés, où les enfants ont des difficultés, on peut donner des conseils plutôt que de commencer un suivi tout de suite, hein, ça c'est assez récent, donc là je ne l'ai pas mis mais il existe. Et puis, bien évidemment, à partir de notre bilan, quand on voit qu'il y a un problème, eh ben, on va entamer un suivi orthophonique. Et là, en fait, on a encore des intitulés qui sont un peu anciens, parce qu'on parle de rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage, avec 2 tarifs en fonction, mais ça, c'est une question en fonction des âges. Et puis après, on a un autre qui est rééducation des troubles de la communication et du langage oral dans le cadre des troubles du neurodéveloppement. On nous a mis encore le terme dysphasie, donc bien évidemment, ça va être changé, mais bon, après, ça prend du temps, parce qu'il faut euh, discuter avec la sécurité sociale, après, il y a des réunions avant que ça soit affiché. Donc, je reprends ce qui est vraiment très important, c'est que ce parcours de TDL, ce diagnostic de TDL est un diagnostic qui est long. Hein. On ne va pas faire ça en 2 secondes. Euh, on utilise euh, ben, le parcours hein, qui a été décrit par le consensus Catalyse. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Donc, on va avoir une difficulté, une plainte hein, concernant l'enfant qui a une difficulté à produire ou à comprendre le langage, qui affecte le fonctionnement du quotidien généralement. Et tout de suite, donc nous, par rapport à ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire qu'on pose plein de questions à la famille pour faire un état de ces difficultés, on va essayer de comprendre s'il y a un manque de familiarité avec la langue environnante. Hein, ça peut être un enfant qui peut stimuler, on peut avoir plein de facteurs, il peut y avoir eu des difficultés, etc. Pour essayer de comprendre d'où vient la plainte concernant le langage oral. Lorsque on s'aperçoit qu'il y a un manque de familiarité à la langue, on va voir s'il y a une autre langue qui est maîtrisée dans l'environnement. Si cette langue est plutôt bien maîtrisée, pour nous, c'est plutôt de bons pronostics. Hein. Ça veut dire peut-être que cet enfant n'a pas été assez stimulé en français, mais par contre, on voit que dans sa langue maternelle, il est plutôt dégourdi, il parle bien, il y a des phrases, il y a la syntaxe, il y a la phonologie. Donc, on est beaucoup moins inquiet. Par contre, dès qu'on nous donne l'alerte en nous disant, bah, nous, dans sa langue maternelle, c'est pareil, il déforme les mots, la syntaxe, c'est pas ça. Là, on a des facteurs inquiétants. Donc, on va passer, ce sont des indicateurs de mauvais pronostics.
là, on va se poser la question d'un trouble probable. Alors, ils sont encore petits, donc on se dit qu'il y a peut-être un risque pour que cet enfant présente un trouble. Donc, possibilité de trouble du langage. Et à ce moment-là, on va quand même chercher s'il n'y a pas une autre cause, une pathologie sous-jacente qui pourrait expliquer, par exemple, une surdité ou autre, hein. Ça peut être euh, plein d'autres maladies qui affectent le développement. Si oui, on parlera de troubles du langage associés à tel type de pathologie et on va donc chercher des informations complémentaires. Et si c'est non, en fait, et là, on sera dans le diagnostic ouais, de troubles développementaux du langage. Là, on aura des éléments en faveur. Et pareil, on va chercher des informations complémentaires pour en fait essayer d'étayer. En tout cas, on est dans une hypothèse de diagnostic. On n'a pas encore posé. Ça, c'est juste l'anamnèse. On tire des informations en discutant pour essayer de voir si oui ou non, on a des éléments qui vont nous lancer vers ce diagnostic-là. Deuxième étape, après, c'est la passation d'épreuves étalonnées quand on en a. Et après, on vous montrera ce qu'on peut faire, en tout cas, quand c'est pas, quand on n'a pas les outils. Donc là, bah, ça reprend un peu toutes les sphères. Je ne sais pas si mon dessin est assez gros. Donc le trouble développemental du langage, on va regarder bien évidemment hein, toutes les aires du trouble, hein, tout ce qui est ici, vous avez la syntaxe, la morpho, sémantique, la morphologie, la pragmatique, le discours, l'apprentissage, la mémoire surtout, et puis la phonologie, puisque en fait la phonologie, ça peut être atteint aussi dans d'autres types de pathologies. Mais en tout cas, souvent la phonologie, c'est le signe. La phonologie, c'est vraiment la base et le support de la langue, et c'est vraiment par là, souvent, qu'on nous envoie les enfants en disant ouais, il déforme, il ne parle pas bien, on ne comprend pas bien ce qu'il dit. Donc, c'est cet aspect-là, en fait, qu'on retrouve fréquemment. Alors, quelques recherches menées dans le cadre d'enfants bilingues avec un TDL, mais on ira vite puisque Mehmet a abordé la question déjà. Donc, des études qui mettent en évidence que les erreurs commises par des enfants bilingues consécutifs au développement typique sont du même type que celles commises par des enfants monolingues présentant un TDL avec une similarité entre ces deux profils d'enfants qui peuvent donc mener à de faux diagnostics de troubles langagiers. Et le fait que si le bilinguisme est souvent considéré comme un désavantage chez des enfants qui présentent un TDL, les études néanmoins qui portent sur des enfants bilingues simultanés avec un TDL montrent que les profils langagiers sont similaires à ceux des enfants monolingues avec TDL. Et cela a été remarqué pour la morphologie justement verbale dans les études de Paradis et collaborateurs. D'autres études aussi ont mis en lumière que les enfants en situation de bilinguisme précoce consécutif avec TDL rattraperaient leur retard par rapport aux enfants monolingues avec TDL après avoir été bien sûr suffisamment exposés à la L2. Et ce développement du langage étant comparable entre les deux groupes. Mais lorsque les enfants seraient issus de minorités socioculturelles, isolées ou dites défavorisées, la durée d'exposition à la L2 pourrait s'en trouver réduite. Et donc, ces enfants en situation de bilinguisme précoce consécutif avec TDL, au final, pourraient apprendre une L2, mais cet apprentissage serait plus facile, c'est ce que nous disent les études, pour des enfants issus de communautés dominante et favorisée. J'en reviens aussi au propos de Mehmet tout à l'heure. Alors, finalement, comment faire pour bilanter, diagnostiquer au mieux dans ce contexte multilingue? Sachant que en orthophonie, c'est vrai que cette question-là de l'évaluation, elle est vraiment la clé de voûte de l'intervention orthophonique ultérieure. Du coup, c'est très important vraiment de mener une évaluation complète parce que de là va découler la suite. Et donc, dans ces situations très complexes d'évaluation langagière auprès d'enfants, mais également auprès d'adultes qui peuvent bénéficier d'orthophonie.
Les facteurs à prendre en compte, évidemment, la typologie des langues, on en a parlé, le type de langue, le degré de proximité des langues, les langues en présence, le contexte socio-économique, tout ça a été décrit tout à l'heure, les cultures en présence, euh, le côté quantitatif, le côté qualitatif, etc., etc. Donc, tous ces facteurs à prendre en compte dans une perspective quand même d'un manque d'outils spécifiques au vu de la complexité et du coup, oui, des erreurs de diagnostic qui peuvent être posées avec la question du sous-diagnostic et du surdiagnostic, hein. On peut vraiment être sur l'un ou l'autre de ces aspects. Alors, quelles étapes sont importantes durant cette évaluation orthophonique et quels outils finalement peut-on utiliser en pratique clinique? Alors, on a décrit plusieurs étapes avant d'aborder deux cas cliniques qui pourront vous éclairer. Tout d'abord, une étape d'accueil de l'enfant et de sa famille au travers de l'anamnèse, comme vous l'a dit Géraldine, à un moment très important où on va essayer d'avoir des informations très précises sur le développement de l'enfant, euh, au niveau de sa toute petite enfance, au niveau bien sûr de son développement langagier, mais aussi des éléments importants comme l'histoire de la famille dans le pays d'origine, l'histoire de la migration, l'origine, les facteurs de migration. C'est vrai que l'histoire de la famille dans le pays peut être vraiment très différente, comme par exemple le métier exercé par les parents dans le pays d'origine, qui peut être vraiment très différent du métier exercé en France. Voilà, donc des éléments importants. La biographie langagière des parents et de l'enfant. On reviendra sur cette question-là, de comment, hein, comme un arbre, finalement, on a l'arbre généalogique, et là, on va, au travers de la biographie langagière, euh, voir quelles sont les langues qui sont parlées par qui à l'enfant et inversement, dont le temps d'exposition à chacune des langues, dans quel contexte, hein, qui va pouvoir nous donner des éléments cliniques importants sur la quantité de langage et la qualité de langage adressé à l'enfant pour avoir une idée de la durée d'exposition, et ça, c'est un élément important. Et les différents contextes d'apprentissage de l'enfant, ça peut être la première socialisation hein, en crèche, halte garderie, et puis la scolarisation ensuite, et bien sûr les éventuelles difficultés actuelles, en plus du domaine langagier. Beaucoup d'autres facteurs aussi à considérer. C'est pour ça que cette anamnèse, finalement, elle va être assez longue, comme l'influence de la fratrie, de la famille élargie. Hein. Est-ce qu'il y a ou pas une présence enfin, des personnes de la famille ou pas, ou est-ce qu'elles sont toutes restées au pays? Est-ce qu'il y a une communauté ou pas? Où la langue peut être parlée, une communauté qui peut étayer aussi hein, la famille. Tout ça pour mesurer aussi cette coexistence des langues en présence. Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'elle est, ou est-ce qu'il y a une langue dominante? Et puis tout le volet, oui, des conséquences psychoaffectives qui peuvent être importantes sur euh, l'engagement de l'enfant dans l'apprentissage, dans les apprentissages en général et l'impact sur l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et puis évidemment, l'indication et la personne qui a adressé l'enfant, c'est vrai que c'est souvent l'école qui adresse les enfants et c'est important de savoir aussi ce qu'en a compris la famille et l'enfant également parce que c'est parfois pas simple. Cette citation que j'aime bien, il est parfois plus important de savoir quelle sorte de patient présente le trouble que de savoir quel trouble présente le patient. Alors, vraiment, c'est tout à fait vrai dans ces situations-là. Aussi le fait de recueillir les représentations parce que bah, l'orthophonie n'existe pas dans tous les pays du monde. Parfois, l'orthophonie ne fait pas sens pour les parents, les familles, et donc c'est important là aussi de lever les malentendus. L'orthophonie, on se situe dans le domaine du soin, pas dans le domaine de l'enseignement spécialisé ou d'un cours de langue voilà, on est bien différent dans le domaine du soin et d'où l'intérêt, l'importance de se dire est-ce qu'on est dans le domaine de la pathologie ou est-ce qu'on est dans le domaine
voilà, de donner davantage de compétences en langue. Et puis cet accès aux représentations donc linguistiques, culturelles des parents pour savoir leur ouverture hein, à une identité multilingue pour leur enfant. On peut recueillir les représentations au travers de ce questionnaire, le LEAPQ, qui a été traduit en 36 langues. On vous a mis le lien dessous pour télécharger dans les différentes langues. Il a été validé auprès de personnes de 14 à 80 ans sur l'expérience et la compétence en langue. C'est un outil intéressant. Quelques autres outils, donc finalement, on se dit que l'évaluation d'une seule langue ne peut pas être représentative en fait du niveau de développement langagier des enfants et qu'il est important d'avoir des informations sur le niveau dans les différentes langues de l'enfant et d'essayer de déterminer donc si l'on est en présence d'un TDL ou pas. Alors, quelques outils que l'on peut utiliser euh, au moment de l'anamnèse, hein, des questionnaires parentaux comme l'ALEC, l'ALDEC, hein, qui ont été conçus par Paradis et collaborateurs, le questionnaire d'anamnèse de Myriam Blumenthal, ou bien le PABIC, qui a été cité tout à l'heure par Puller et collaborateurs dans le cadre des outils POST. Alors, c'est sûr que ces questionnaires parentaux, ils sont intéressants. Néanmoins, la passation est longue, hein, c'est vrai, il faut le garder en tête. Et puis, ces questionnaires, ils sont liés aussi à la compréhension des parents, hein, et puis aussi à leur positionnement. Parfois, on a des parents très optimistes par rapport aux compétences en langue de leurs enfants, d'autres qui sont pessimistes, et du coup, on est aussi euh, lié à cela. Alors, si on reprend les questions par rapport au bilan orthophonique, alors, ce que l'on sait sur l'enfant qui présente un TDL, c'est que il y a une atteinte phonologique, en tout cas dans les deux langues. Donc ça, c'est un point très, très important pour nous, parce qu'en fait, on va voir après qu'on peut très bien aller regarder ce qui se passe dans la langue maternelle de l'enfant, puisqu'on a certains outils disponibles. Les conséquences possibles, donc on va avoir des enfants qui vont avoir des problèmes pour constituer leur lexique, qui vont avoir des problèmes au niveau morphosyntaxique, qui peut être fragile ou déficitaire. Et très souvent, la majorité des cas, on a une mémoire verbale qui est fragilité et déficitaire. Donc, on a certaines épreuves qui sont assez sensibles à ça. On a, par exemple, les tâches de répétition de nos mots hein, qui vont pouvoir vraiment nous aider. Dans la littérature, de plus en plus, on nous parle aussi des tâches narratives dans les deux langues. Si on a la possibilité de faire passer un récit dans les deux langues, intéressant. Et puis, de plus en plus, on a une nouvelle approche qui s'appelle l'évaluation dynamique. C'est-à-dire qu'on regarde, on fait un test, on va après faire travailler ou donner des indices à l'enfant sur certaines tâches, et après, on va le retester pour voir si ce qu'on lui a donné lui a permis d'apprendre et d'avancer, ou si au contraire, on retrouve toujours les mêmes difficultés. Alors, il y a des travaux très récents qui sont plutôt prometteurs, hein, notamment il y a les travaux de Hadjad là-dessus, qui sont récents, de 2023, où elle montre qu'il se passe des choses au niveau de la narration. Euh, donc, c'est en tout cas des choses qui vont se développer. Voilà pour cette partie-là. Alors, au niveau de la phonologie, donc ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu pas mal d'outils hein, qui ont été créés dans les langues pour évaluer la phonologie chez les enfants. Alors, il y a une étude de MacLeod et Verdon qui date de 2014 où ils ont fait un premier état des lieux et ils ont noté qu'il y avait 98 outils disponibles. Ils se sont focalisés sur 30 de ces outils qui concernent 19 langues. Hein, je vous ai mis en dessous les langues qui sont concernés. Et le premier constat de ces outils, c'est que 70% évaluent en tout cas une population monolingue, 20% une langue chez une population bilingue, et que, bien évidemment, on a encore très peu d'outils qui sont utilisés pour évaluer dans les deux langues. Donc seulement 10%. Alors la question, c'est peut-on utiliser ces outils sur des populations multilingues? Donc, il y a MacLeod et Crowe, 2018,
et qui ont fait une revue de littérature sur l'acquisition des consonnes dans 27 langues, parce que le but, c'est de savoir si nous, hein, en sachant que le diagnostic de TDL, on ne le posera pas avant 5 ans et demi, 6 ans, on laisse le temps à l'enfant de voir si ce n'est pas juste un retard de langage, hein, par leur tardif. Euh, on a quand même des éléments qui nous évoquent, mais on veut savoir si à 5 ans et demi, si on peut passer des tests, on pourra avoir des éléments ou pas. Donc, on sait que par rapport à ces recherches, à 5 ans et demi, quasi toutes les consonnes du monde sont acquises par l'enfant. Donc, c'est plutôt un élément plutôt fort en nous disant, bon, bah, si on a encore des difficultés qui perdurent sur le son, c'est pas normal. Donc, oui, ça va pouvoir, en sachant qu'on a aussi beaucoup de choses sur l'ordre de l'acquisition. On sait aussi d'un point de vue articulatoire, pour certaines langues, il y a certains sons qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres à produire. Donc, forcément, ils sont appris plus tardivement. Par exemple, nous, en français, on a le che-je, hein, qui peut être jusqu'à 5 ans et demi, qui peut être encore problématique chez certains enfants. Mais dans certaines langues, il peut y avoir d'autres, les africains ou choses comme ça, qui peuvent être plus difficiles. Alors, bien évidemment, quand on est orthophoniste et qu'on a envie de s'intéresser à l'enfant bilingue qui arrive chez vous, ben, on se dit, il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe. Moi, je remercie encore mes maîtres quand j'ai commencé parce que, voilà. Donc, mes maîtres, parce que moi, quand j'ai commencé, quand je me suis installée en cabinet, on m'envoyait énormément d'enfants turcs parce qu'il y avait une communauté turque dans la ville où j'exerçais. Et j'étais drôlement embêtée. Alors, j'avais été sensibilisée, hein, bien évidemment, au laboratoire DDL sur l'ordre, justement, syntaxique, en me disant, forcément, la syntaxe en français n'est pas top, mais on sait que, forcément, en turc, c'est pas la même. Donc, ils vont avoir plus de difficultés pour acquérir la syntaxe française. Je me posais plein de questions sur notamment des signes, nous, qui sont le genre, les erreurs de genre chez les monolingues, c'est un signe de déviance où on se dit, hop, on va pouvoir poser un diagnostic de TDL. Mais dans le cadre du multilinguisme, non, attention. Au contraire, et donc Mehmet m'avait dit que lui, à l'époque, hein, tu m'avais dit jusqu'à 8 ans et demi, il peut y avoir encore des confusions de genre chez ces enfants-là. Donc c'était rassurant. Et pareil, chez les enfants arabophones, on a énormément de confusions de genre. Donc, il ne faut pas non plus s'en alarmer plus. En tout cas, ce ne sont pas des éléments en faveur d'un TDL chez les enfants multilingues. Donc ça, c'est aussi des choses qui doivent être connues maintenant des orthophonistes. Je pense elles le savent de plus en plus. Voilà. Donc, se familiariser sur les langues, eh ben, on peut aller voir, hein, il y a des bases de données. La première, et puis la deuxième qui est hyper intéressante, hein, dont on met à parler enfin sur des questions. Il y a 97 langues qui ont été étudiées, donc qui présentent les caractéristiques phonologiques, les caractéristiques grammaticales et surtout les contrastes avec la langue française. Alors, c'est super important parce que nous, par exemple, on a beaucoup d'enfants qui confondent des sons qui peuvent être des signes d'un trouble. Hein, ça peut être aussi en langage écrit, on a des confusions de lettres, de choses comme ça. Mais attention, dans leur langue maternelle, comment c'est? Est-ce que ça correspond au français? Hein, pour le russe, par exemple, j'ai eu des confusions de sources sonores. Je me suis posé beaucoup de questions. Et en fait, c'était intéressant d'aller voir ce qui se passait dans la langue pour voir si on retrouvait les mêmes choses ou pas, si ça correspondait au français et s'il y avait des confusions de sons. C'était peut-être lié justement au multilinguisme et pas forcément au trouble. Donc, c'est pas évident. Hein. J'ai pas dit qu'on pouvait facilement poser un diagnostic dans le cadre de multilinguisme, mais on doit se poser des questions. Je pense que maintenant, les orthophonistes sont de plus en plus sensibilisés, se posent les bonnes questions, vont chercher. Donc là, vous avez le site qu'on vous donne. Euh, vous pourrez trouver toutes ces informations. Alors, les questionnaires parentaux, hein, il y a les Mac Arthur, Bates Communicative Development. Bon, j'ai un très mauvais anglais, ça a toujours été. Ça reste, ça perdure. Donc, en fait, ce questionnaire a été adapté dans une centaine de langues. Maintenant, vous pouvez aller sur le site où vous avez aussi l'inventaire. On a la version française. Moi, j'avais participé avec Sophie Kern à l'adaptation dans les années 2000. Donc, questionnaires parentaux qu'on peut donner aux... Donc, on a trois questionnaires, 8, 16, 16, 30 et 30, 37 mois, si je me souviens bien. Des versions longues et des versions courtes. Les versions courtes sont beaucoup utilisées notamment par les pédiatres hein, pour nous adresser après les enfants, pour voir il y a des soucis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les avoir, si vous avez un enfant, par exemple,
lusophone. Il existe aussi en portugais, donc on peut le passer en portugais, le faire remplir à la maman, vu qu'il est dans la langue maternelle, elle le remplit, et après, à nous de compter le nombre de mots compris, produits, etc. Qui nous permet de voir ben, dans la langue maternelle où en est l'enfant. Éventuellement, on peut le faire aussi sur le français pour voir petit décalage, mais l'intéressant, c'est de voir si dans la langue maternelle, il y a un souci ou pas. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'action POST hein, et des outils Litmus qui avaient été créés à cette occasion-là. Euh, donc, et nous avons évoqué différents questionnaires parentaux qui existent, dont le PABIC qui n'est pas réservé aux orthophonistes, qui est plutôt un questionnaire pour d'autres publics avec une particularité du calcul d'un indice de non-risque d'avoir un trouble développemental du langage. Vous pouvez aussi trouver actuellement sa version informatisée, le CUBEX. Et donc, euh, cet outil est intéressant, bien sûr, pour avoir tous les renseignements importants que l'on a évoqués dans l'anamnèse, et puis avec la possibilité donc d'un taux de calcul d'un taux d'exposition aux langues. Les autres outils aussi créés par l'équipe de Tours, donc une tâche de répétition de non-mots. Et on a vu du coup tout à l'heure l'importance hein, d'associer dans les évaluations une tâche de répétition de non-mots avec la particularité là pour le coup d'utiliser uniquement des voyelles et des consonnes, 3 voyelles et 5 consonnes. Euh, euh, qui se retrouvent dans toutes les langues du monde. Hein. Et donc, du coup, cette tâche-là de répétition de non-mots, elle est très discriminante euh, euh, par rapport euh, à son administration et à se dire, oui, s'il y a des difficultés à la répétition de ces syllabes sans sens, hein, les non-mots, c'est ça, syllabes sans sens, eh bien, il y a vraiment euh, à se poser des questions du côté d'un TDL. Une tâche aussi de répétition de phrases. Mais là, pour la répétition de phrases, évidemment, il y a la mémoire à long terme aussi, la mémoire à court terme qui joue un rôle. Donc, du coup, c'est moins discriminant, hein, cette tâche-là. Et puis, vous pouvez aussi trouver dans les outils créés donc une évaluation multilingue dans les récits. Là, je vous ai mis une des planches du Maine. Hein. Il y a euh, différentes histoires, euh, voilà, que l'enfant va pouvoir, dans une tâche euh, voilà, l'enfant va pouvoir produire ce récit, ensuite répondre à des questions, ensuite l'écouter également. Il y a toute une administration. L'idée, c'est aussi d'avoir un récit dans les 2 langues à une semaine d'intervalle. Et puis, ce qui est intéressant dans l'outil et les différentes planches hein, et des histoires, c'est l'adaptation culturelle. Là, on vous a mis une planche avec un enfant voilà, on voit pas bien, mais il y a une version africaine, il y a une version asiatique. Vous voyez, le petit personnage, il va avoir des traits différents en fonction de la culture, et ça, c'est intéressant. Pour ces outils-là et l'équipe de Tours, on est en lien dans le cadre d'une équipe de recherche 25 du LURCO pour travailler ensemble et poursuivre euh, sur des validations et des étalonnages, mais là, on est en recherche de financement actuellement. Un autre outil qu'on aime beaucoup avec Géraldine, qui est un outil qui s'appelle Speakaboo, qu'on trouve sur le site d'écrit. Et donc, il y a un outil, là, pour le coup, gratuit, téléchargeable gratuitement sur tablette, sur téléphone ou autre support et qui a été créé par une orthophoniste qui s'appelle Myriam Blumenthal. J'ai montré tout à l'heure qu'elle avait aussi produit des outils, des questionnaires parentaux hein, d'anamnèse. Et donc, cet outil-là, c'est une tâche d'appariement, hein, appariement d'image, comme un genre de loto, mais cette fois-ci donc sur tablette.
appariement d'images et en même temps de dénomination. L'enfant va dénommer les images qu'il voit et il y aura pour chacune des langues, l'outil est disponible dans 20 langues, pour chacune des langues une quarantaine de mots du lexique de base du jeune enfant. Et l'enfant va avoir cette tâche ludique d'appariement sur la tablette et en même temps produire le mot qu'il voit. Et donc la tablette va enregistrer toutes les productions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pour chacune des langues disponibles, non seulement en fait, il ne s'agit pas d'une traduction dans chacune des langues, pas du tout. Il s'agit du choix de mots euh, en fonction de la phonologie de chacune des langues pour que enfin, dans les productions des 40 mots, il y ait toujours les phonèmes, l'intégralité des phonèmes des langues en question, à l'initiale, en médiane et en finale. Hein. Donc, on va avoir des informations sur le développement phonologique du jeune enfant, puisque c'est un outil conçu pour des enfants entre 2 et 6 ans. Et puis, on en saura plus sur le lexique de base du jeune enfant. Donc, ça va nous donner des informations intéressantes. Euh, donc sur ce système phonologique, avec un pourcentage de consonnes correctes qui va pouvoir être calculé, avec des informations sur les âges d'acquisition des différents phonèmes. Et donc on retrouve tout ça sur le site. Et puis aussi avec la production d'une personne native des 40 et quelques mots qui sont attendus. Et donc du coup, l'orthophoniste, au travers de ses compétences, bien sûr, va pouvoir et d'autres professionnels aussi vont pouvoir coder et coter, à savoir est-ce que les mots produits par l'enfant dans une langue qu'il ne connaît pas, donc pour l'orthophoniste, est-ce que les mots produits se rapprochent de la cible ou pas, avec une personne native qui va les prononcer et sur le site de Speakaboo et au travers de la tablette où on va pouvoir écouter et réécouter la production de l'enfant parce qu'il y a eu l'enregistrement et la production de l'interprète, on va dire. Donc, c'est un des rares outils qui peut être utilisé sans la présence d'un interprète. Et ça, c'est très intéressant en pratique clinique parce qu'on n'a pas toujours accès, voilà, à euh, à- on n'a pas toujours accès au service d'un interprète. Euh, et donc, quelques autres outils aussi, le Vernet L pour certains. Ah oui, dans le cadre du LURCO, donc, un travail a été mené pour valider en français et en arménien. Hein, et donc, on peut retrouver les versions. Le Vernet L, que certains connaissent peut-être, Vernet Langage, hein, avec une épreuve de compréhension multilingue pour les enfants allophones, avec une comparaison donc, dans la langue ou dans les langues maternelles de l'enfant avec le français. Il y a 55 langues, cet outil par contre est payant, bien sûr. Et on retrouve sur le site de Vernet Cognition, conçu par le même auteur suisse, aussi des petites vidéos, des capsules vidéo sur les langues, sur la comparaison des langues entre la langue cible, par exemple l'ukrainien, et la langue française, et les difficultés possibles pour un locuteur ukrainien qui apprendrait le français. Et là aussi, dans le cadre du LURCO, il y a eu un travail mené par une étudiante sur le portugais et la vidéo qui a été mise en ligne. L'ELAL, donc vous en avez, Mehmet en a parlé tout à l'heure, un outil conçu par Marie-Rose Moreau et son équipe. Voilà, et avec une passation et en français au travers de la NEL et en langue maternelle. Et là aussi, il faut un interprète et donc euh, parfois, c'est pas simple. Alors, concernant les bilans, enfin les outils de bilan, il y a certains réétalonnages qui ont été réalisés sur des tests, notamment beaucoup sur la LO, hein, qui est un petit test assez rapide de Romsey. Notamment dans les rues 25, on a la LO de La Réunion, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Voilà, on a aussi la Grande Comore. Après, il y a eu des outils aphasil pour l'adulte qui a été réalisé. Il y a eu des épreuves aussi d'évalo de 6 à La Réunion, 6 épreuves qui ont été réétalonnées. Alors ça, c'est vraiment souvent des travaux d'étudiants. Hein. Et puis, on a un outil qui a été très spécifique hein, pour La Réunion, c'est le Beauclerc de Audrey Noël, qui a fait sa thèse dessus. Euh,
Voilà. On a d'autres réétalonnages de l'ALO euh, en métropole. Cette fois-ci, on a des choses euh, sur sur le français et turc, sur une population turcophone en fait, qui a été réalisée. Et puis on a par contre des loups sur la population libanaise. Il y a eu également aussi des choses sur les seuils pathologiques, hein, parce qu'on a des étalonnages dans Evalo et dans Evaleo. Donc, il y a eu des mémoires qui ont été réalisées sur des populations bilingues, multilingues, pour essayer de revoir un peu ces seuils de pathologie qui ne correspondent pas hein, chez les monolingues, ça ne correspond absolument pas aux bilingues. Et donc, il y a eu notamment un mémoire très intéressant, Tribord, hein, qui a travaillé sur des populations d'enfants TDL bilingues et un groupe de bilingues non TDL, et qui a beaucoup insisté sur l'importance du seuil, pondérer le seuil, parce que c'est vraiment différent chez les populations bilingues. En tout cas, grâce à ça, ils arrivaient à bien montrer la différence entre population TDL et non TDL. Et par contre, ce qui était vraiment important, c'était le taux d'exposition hein, qui va énormément influencer le développement sur le français. Alors, dans la littérature, on nous dit qu'on peut aussi réutiliser nos tests monolingues pour des populations multilingues. Mais il va falloir bien évidemment faire très, très, très attention parce qu'on peut vite tomber. Alors, pensez toujours qu'avant, en anamnèse, il faut qu'on ait vraiment des éléments hein, qui nous disent, oh là, il y a un trouble, enfin, j'ai l'impression qu'il va y avoir un trouble. Et après, aller chercher plus en profondeur. Euh, donc, dans la littérature, on nous dit par rapport au taux d'exposition que si l'enfant est exposé au français à 60%, si son taux est supérieur à 60%, on peut utiliser une batterie de monolingue. Ça, c'est la première chose. Là, donc, il y avait des travaux sur l'anglais hein, qui disaient déjà en 2015, hein, sur les bilingues simultanés, avec 75% d'exposition, on peut modifier le seuil pathologique. euh, etc. Donc là, vous avez des chiffres, mais c'est vraiment à prendre avec prudence parce que nous, il faut qu'on vérifie d'abord avec nos batteries, parce que ça, c'est fait sur un test, mais c'est pas forcément valable sur nos batteries de test. Alors, par contre, vraiment très important, le pourcentage d'exposition, moi, je trouve que c'est un élément hyper intéressant pour poser notre diagnostic. Et là, on va faire un petit peu des cas cliniques. Hein. Je vais vous présenter deux cas cliniques. Alors, là, c'est ma population d'enfants. J'exerce dans le nord de Lyon. Donc, vous voyez, en février 2025, j'ai regardé sur mon nombre de patients, en fait, le nombre d'enfants que j'avais multilingues. En fait, j'en ai 25 sur 63, ça correspond à 39%. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Là, c'est l'ensemble des langues. J'ai recensé en fouillant dans mes dossiers. Hein. Donc, vous voyez, et bien évidemment, je parle déjà très mal l'anglais. Je parle déjà français, je me débrouille, c'est déjà pas mal. Mais je ne suis pas bilingue hein, de mon côté. Mais bon, je fais comme je peux avec les outils que j'ai. Donc, les langues auxquelles j'ai été confrontée, l'albanais, l'anglais, l'arabe, l'arménien, le chinois, le créole, l'espagnol, l'ingala, l'italien, le japonais, le portugais, le polonais, le russe, le tchétchène, le turc et bien d'autres. Là, j'ai remonté sur 5 ans. Je pense que si je remonte sur plus, probablement plus. Là, ceux que j'ai actuellement, à ce jour, actuellement, j'ai un enfant albanais, anglais. J'en ai beaucoup qui sont bilingues arabes, arméniens. J'ai un petit chinois aussi, euh, créole de Martinique. euh, un petit qui parle l'espagnol, un autre lingala, un autre le portugais, et puis j'ai beaucoup d'enfants russes. Voilà. Ukrainien. J'en ai pas. En ce D'accord. moment, j'en ai pas. Voilà. Donc, je vais vous présenter deux cas cliniques. Donc, Christina, qui a 4 ans et 3 mois au moment où elle est venue, elle est exposée aux Russes et aux Français. Et Agop, donc, ce sont des enfants de moyenne section de maternelle. On n'est pas encore
dans le diagnostic de TDL parce que c'est tôt, mais nous, sur le terrain, on les envoie très tôt, ces enfants, hein. Voire 3 ans. Moi, à 3 ans, si l'enfant n'a pas été exposé au français 6 mois, je ne vois pas. Je dis non, attendez qu'il soit plus exposé, hein, un enfant qui arrive, s'il n'est pas exposé au français, je ne le vois pas, je dis ça ne sert à rien. Je ne vais pas faire du soutien, hein, on ne va pas faire de la stimulation. Par contre, si je soupçonne qu'il y a un trouble, effectivement, on fera un suivi. Donc voilà, 2 enfants de moyenne section et Agop, donc il y a 4 ans, 10 mois, qui est exposé à l'arménien et au français. Euh, donc les bilans ont été réalisés avec les parents. Je ne parle pas russe, mais on arrive à communiquer. Alors, ça, c'est le côté linguistique. Même quand on ne connaît pas la langue, on arrive toujours, en tout cas les orthos, on arrive toujours à échanger. Puis maintenant, on a Google Traduction aussi, hein, qui peut nous aider quand on est coincé, quand on n'a pas de traducteur, hein, bien évidemment. Donc, on arrive toujours, en tout cas, à avoir des informations, à échanger, même si on ne parle pas la langue euh, de la famille. En tout cas, on arrive à obtenir des informations. Alors, pour Christina, donc elle est en moyenne section de maternelle au moment de la demande. Elle a 4 ans, 3 mois. Elle est scolarisée dans une école monolingue. Elle est exposée au russe et au français depuis la naissance. Les parents sont russes, mais ils parlent le français également. Euh, donc, ils sont venus en France pour travailler. C'est la maman qui demande le bilan parce qu'elle trouve que la prononciation en français et en russe est assez réduite, hein. Il y a la syntaxe n'est pas développée pour elle et elle trouve qu'il y a certains sons qui ne sont pas bien produits. C'est un enfant qui a été, vous savez, en petite section de maternelle, il y a dans les écoles des dépistages. Souvent, les enfants sont orientés. Et en tout cas, là, il y avait eu un dépistage, mais elle n'avait pas été orientée en orthophonie. À l'anamnèse, il n'y a rien d'inquiétant, il y a une naissance normale, les premiers mois de vie, il y a un développement normal, du babillage, des premiers mots, rien au niveau de santé. Il n'y a pas d'antécédents familiaux, hein, ça sont quand même toujours des risques, hein, quand il y a eu un enfant avec un trouble dans une famille, il y a un risque pour qu'il y en ait plusieurs. Et donc, eh ben, on a passé, première étape, le PABIC, pour connaître son taux d'exposition aux 2 langues, pour voir s'il y avait une différence. Donc, ce PABIC, ça nous permet d'avoir un indice de non-risque. C'est un indice qui nous dit, oui, c'est un enfant à risque ou pas. Là, on est à 21 sur 23, ça veut dire qu'on est plutôt dans une zone de développement typique. Donc, déjà, ça vous donne, hein, les orthos, ça peut nous donner des informations pour la suite. Au niveau de la quantité et la qualité de l'exposition, on voit qu'elle est exposée aux Russes assez fréquemment, aux Français également, hein, à la crèche et à l'école. Il y a une petite dominance sur le français, mais il y a quand même une bonne exposition sur les 2 langues. Durée d'exposition, bah, c'est son âge réel, puisqu'elle est exposée aux 2 langues depuis la naissance. Et après, il y a une estimation des parents pour savoir les habiletés actuelles. Euh, et en fait, sur le français et le russe, elle se débrouille plutôt bien. Il n'y a pas un score qui n'est pas inquiet, puisqu'on a un score de 10 qui est supérieur à 10. Donc, on n'est pas inquiet, en tout cas, par rapport à ce qu'elle fait. Euh, donc là, après, il y a un score qui vous permet de faire une comparaison entre la quantité et la qualité des expositions et l'utilisation actuelle des langues. Donc, au sein de la famille, les 2 langues sont utilisées, le russe et le français. Et par contre, en extérieur, elle est beaucoup plus exposée au français qu'au russe. Donc, déjà, un petit test d'articulation français pour voir si elle produit tous les sons du français. Déjà, ben, on s'aperçoit qu'il y a certains sons qui ne sont pas encore acquis, je. Ça ne nous inquiète pas. Elle a 4 ans, 3 mois, on se dit, bon, ben, normal. Bah, du coup, comme elle a quand même une bonne exposition en français, ben, moi, je lui ai fait passer enfin, le test de Hello, hein. En fait, le Hello aussi, c'est un test qui a été étalonné en milieu défavorisé. Donc, du coup, les seuils sont quand même assez bas. Donc, ça peut quand même nous aider par rapport à d'autres tests, Evalo, pas ce même étalonnage. Là, quand on regarde les résultats, ben, ils sont plutôt, il y a juste en lexique réception où c'est un petit peu faible, mais c'est sans plus. Le reste, tous les scores, en tout cas, sont dans la norme pour le français. Donc, il n'y a aucune difficulté en français. Donc, Speakaboo. Alors, Speakaboo, franchement, pour les orthophonistes, c'est à utiliser parce que c'est vraiment un outil
qui peut vraiment nous faire prendre des décisions rapidement quand on a un doute. Donc, Sylvie en a parlé, donc c'est des images et on peut, donc l'enfant tablette, en fait, il va dénommer les images, ça va être enregistré, on va avoir, nous, la transcription phonétique à côté, plus on va pouvoir réécouter dans la langue cible ce que ça donne, et on peut comparer ce que produit l'enfant, et ça nous permet d'évaluer si oui ou non l'enfant produit bien la cible ou pas. Donc là, je ne sais pas si on peut. Je ne sais pas si ça a marché. J'avais mis un petit exemple. On va mettre ballon, par exemple. Je ne sais pas si ça marche. Ça ne marchera peut-être pas, mais c'est pas grave. Bref, non, ça marche pas. Non, c'est pas grave. Hop, on va passer à la suite. Donc là, après, ben, quand on a fait passer toute cette épreuve, on peut savoir, hein, déjà en vocabulaire, est-ce que l'enfant connaît tous les mots? Parce que là, c'est pareil, c'est un indice. Hein, s'il il a un score qui est très, très faible, on peut se poser aussi la question d'un trouble du langage. Et puis en phonologie, on regarde, bah, par exemple, chez Christina, on n'a que 5 erreurs. Donc son score, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de calculer son score de consonnes produites. Et là, on est à 92% de score réussite. Et là, par rapport à sa tranche d'âge, ben, c'est plutôt à 4 ans, 5 mois, on s'aperçoit qu'il faut qu'il y ait à peu près 82%. Donc elle est dans, même s'il y a quelques sons qui ne sont pas encore acquis, je me dépêche, il reste beaucoup de temps. Voilà, donc après, vous avez des tableaux possibles et vous pouvez regarder quels sont les sons qui ont été mal produits par l'enfant et vous avez les âges développementaux à côté. Donc là, on s'aperçoit pour Christina qu'en fait, on a 3 sons qui sont acquis plus tardivement, qui sont des sons plus complexes. Donc elle a un petit peu en retard par rapport à ça, mais on n'est pas inquiet. Donc en conclusion, aucune difficulté en français et en russe, quelques points d'articulation en cours d'acquisition. Donc là, on ne fera pas de suivi orthophonique, on laisse faire les choses. Le deuxième, je vais aller assez vite, AGOP, qui est quand même plus intéressant parce qu'il y a plus de choses dedans. Donc, exposition à l'Arménien en français à la maison et en français en dehors. Donc, lui, c'est une exposition plus tardive. Hein. Il a été à la crèche à 18 mois. Donc, il a commencé à être exposé au français à 18 mois, mais seulement pendant le temps de crèche. Donc, la demande vient de l'école. Il n'est pas toujours intelligible, ne fait pas de phrases. La visite de la PMI, il avait déjà orienté en petite section de maternelle, mais il n'est pas venu en faire un bilan. Il n'y a rien concernant le développement. En arménien, il fait des phrases, il est intelligible, il comprend bien. En français, il fait des mots isolés et pas de phrases. Mais attention, il a un frère qui a bénéficié d'un suivi avec des signes qui évoquaient un TDL, mais la famille n'a pas poursuivi le suivi. Donc, on n'a pas pu poser de diagnostic pour le grand frère. Donc, le score indice non-risque rempli par l'amende à 22 sur 23. Le taux d'exposition, donc il est beaucoup exposé, beaucoup plus exposé à l'arménien qu'au français. En arménien, il a une durée d'exposition de 91 mois et par contre en français de 41 mois. Donc, voilà, donc je vais passer vite. Après, sur les épreuves, en fait, hein, on va passer assez rapidement. Sur les épreuves, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des répétitions de phrases qui sont flûtées. On a des répétitions de logatomes qui sont pas bonnes non plus. Donc là, on a quand même des éléments qui nous disent attention, vigilance, cet enfant est à risque de, donc à surveiller. Voilà. Et puis, désignation d'image, pas très bon non plus en vocabulaire. Il refuse de parler, en tout cas en français. Et en compréhension, bah, il est plutôt pas très bon. Quand on regarde sur Speakaboo, évaluation des 2 langues, on s'aperçoit qu'au niveau du vocabulaire, eh ben, c'est pas mal. Il est, euh, il est à 94%, 92%, donc par rapport à son âge, c'est bien. Et après, les sons, aucun. Ah oui, les erreurs phonologiques, contrairement à tout à l'heure, vous voyez, sur Christina, c'est toujours les mêmes sons qui n'étaient pas produits, donc c'est-à-dire des sons qui n'étaient pas encore acquis, alors que chez cet enfant-là, c'est un peu aléatoire. Tous les sons sont acquis, mais quand il déforme des sons, ça va être dans la parole, en fait. Donc là, ça nous évoque quand même un trouble. Donc voilà. En conclusion,
On n'a pas de plainte sur l'arménien. Il n'y a pas de difficulté majeure en phonologie, mais il y a quand même une fragilité, hein. Une répétition spontanée qui n'améliore pas. Oui, ça, j'ai oublié de le dire. C'est-à-dire que pendant qu'on faisait passer Speakaboo, la maman reprenait la production que l'enfant déformait et lui, il répétait, mais c'était toujours déformé. Donc ça, c'est plutôt des signes qui nous inquiètent. Mémoire immédiate qui est fragile, répétition de locato qui n'est pas bonne. Donc c'est plutôt de mauvais pronostics. Donc voilà, là, on est à 4 ans et quelques. Donc, bien évidemment, on ne pose pas de diagnostic là, mais en tout cas, on va prendre en charge pour voir l'évolution. Et ce ne sera que bien plus tard, à 5 ans et demi, en fonction de l'évolution, qu'on pourra ou non poser un diagnostic. Voilà. Donc, vous voyez, on a des profils. Dès 4 ans et demi, en tout cas, on peut avoir des petits outils, hein. Speakaboo, c'est vraiment un outil indispensable à utiliser. Et je le conseille en tout cas vivement aux orthophonistes. Pour terminer, je vais laisser la parole à Sylvia. Et pour terminer, oui, il faut poursuivre tous ces travaux-là pour concevoir de nouveaux outils, mais vous voyez que certains existent et ça nous aide vraiment. Et toujours garder en tête que oui, souvent le langage, c'est la partie émergée de l'iceberg, hein. Les enfants sont orientés pour des difficultés de langage, mais parfois qu'il y a toute une partie immergée qu'on ne voit pas et que c'est très important aussi de cerner la situation de manière globale, pas uniquement de regarder l'aspect langagier, avec des aspects plus généraux, transculturels, et l'intérêt, l'importance de soins pluridisciplinaires aussi, d'évaluation croisée, de regard croisé pour avoir une bonne idée de la situation. Merci de votre attention.